Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette discussion autour du feu de camp organisée par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, sur le rôle que jouent les arbres dans l'élimination du CO2 à grande échelle. Nous avons un groupe d'invités prestigieux qui vont nous dire ce qu'ils savent sur ce sujet. Et nous pensions en avoir 5, mais nous en avons 6, car l'un des invités a décidé de renforcer l'équipe. Donc, merci beaucoup à l'Institut de ressources mondiales de Chine. Je vais donc dans un instant leur demander de se présenter, mais je voudrais d'abord vous dire que nous souhaitons avoir un débat dynamique dans cette session. Nous n'allons pas prononcer de grands discours. Il va y avoir quelques commentaires et des présentations, et ensuite sera entamé un débat entre les participants. Et dans la troisième partie de la session, pendant 60 minutes, donc, nous passerons aux questions-réponses pour permettre au public de participer. Et d'ailleurs, le public est invité à envoyer ses questions dans la section de questions-réponses de cette application Zoom. Et si une question vous plaît, n'hésitez pas à voter pour elle, car plus une question aura reçu de votes favorables et plus elle sera susceptible d'être traitée. Je suis Janos Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G. Nous sommes une petite initiative financée par des fondations dont le but est d'encourager la création d'une gouvernance efficace sur ces technologies émergentes de modification du climat, comme l'élimination du CO2, la modification du rayonnement solaire. Nous ne prônons pas l'utilisation de ces technologies, nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation donc de ces technologies. Et également, nous visons à favoriser des débats comme celui d'aujourd'hui, car ces débats sont un élément de la gouvernance, et la gouvernance ne se limite pas aux actions des différents gouvernements. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle des arbres dans l'élimination du CO2 à grande échelle, nous savons, et depuis un moment, car le GIEC nous l'a dit, que oui, les arbres sont nécessaires, mais jusqu'à quel point, avec quel type de technologie, quelles approches, comment l'appliquer. Ce sont les éléments sur lesquels il faut délibérer en termes de gouvernance, et surtout sur les technologies naturelles comme le boisement, le reboisement. Nous savons qu'elles sont et qu'elles vont faire partie de la solution, mais quel rôle doivent-elles jouer? Quels sont les bénéfices et les risques associés? Comment les gérer de façon à profiter au maximum des bénéfices et de minimiser les risques et les contreparties? D'où l'importance d'une bonne gouvernance, car cela permettra de répondre à ces questions et en garantissant le plus grand bénéfice pour la société dans son ensemble. Nous allons donner la parole à nos invités qui en savent beaucoup plus que moi sur ce sujet. Je vais leur demander de se présenter et de nous dire pourquoi ce sujet les intéresse et qu'ils nous donnent un élément important à leurs yeux que nous devrions donc aborder. Nous allons commencer par Thelma Krog. Je vous en prie. Merci Janus, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Thelma Krog, vice-présidente du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Et avant, j'ai été chercheuse dans l'Institut national de recherche spatiale, ici, dans mon pays, au Brésil. Et avant de prendre ma retraite l'année dernière, j'ai été directrice du département de lutte contre le déboisement au ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour ceci que je suis liée d'une certaine façon aux arbres. Mais Thelma, pourriez-vous faire votre commentaire initial, s'il vous plaît? Quelle est mon opinion donc sur ce sujet? Pourquoi avons-nous besoin de l'élimination du CO2? Pour commencer? Eh bien, parce que nous envisageons également l'élimination du CO2 à grande échelle. J'aimerais parler du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement global à 1,5 degré qui a reçu l'approbation des pays membres du GIEC en octobre 2018. Et dans ce rapport,
Le GIEC a étudié différents profils d'évolution des émissions qui sont compatibles avec un réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel. Et dans tous les profils qui ont été étudiés par le GIEC, les émissions de CO2 sont réduites à un niveau net zéro sur toute la planète autour de 2050. Ceci pose un très grand défi car dans certains secteurs comme l'énergie ou le transport, il va être très difficile donc de faire ceci. Donc il faut contrebalancer ces émissions résiduelles de CO2 et par ailleurs, il faut que nous appliquions des mesures qui aillent dans ce sens. Dans certains des profils d'évolution définis par le GIEC, avant 2100, c'est-à-dire avant donc la fin du siècle, nous pourrions être face à une augmentation des températures, un réchauffement qui dépasse cette limite de 1,5 degré et donc il faudrait nous efforcer de réduire l'augmentation des températures à la fin du siècle d'avoir un réchauffement limité à 1,5 degré, donc en 2100. C'est-à-dire qu'il y a les trajectoires qui prévoient ce dépassement sont donc appelés les profils de dépassement. Et plus nous allons dépasser cette limite de température, et plus nous aurons besoin d'éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et il y a différentes options qui sont envisagées pour atteindre cet objectif. Il y a des modèles d'évaluation intégrés qui sont inclus dans le rapport spécial du GIEC à 1,5 degré, qui ont surtout recours à deux options d'élimination du CO2, à savoir la bioénergie avec captage et stockage de carbone, appelé BECS selon l'anglais, et ensuite le boisement et reboisement. Jusqu'à quel point devrions-nous éliminer du CO2 et avec quel type de technologie? Eh bien, ceci dépend du type de profil d'évolution que l'on suive pour atteindre cet objectif de limitation à 1,5 degré du réchauffement. Et enfin, j'aimerais dire que nous ne devrions pas dépendre de l'élimination du CO2 à grande échelle si on réduisait les émissions d'une façon drastique et ambitieuse dans tous les secteurs et partout. Et je crois que voilà, je peux donner des éléments pour notre débat sur l'élimination du CO2. Merci beaucoup. Nous reviendrons ensuite sur certains de ces points. Nous allons maintenant donner la parole à Martin Frick. Bonjour, je suis Martine Frick. Je viens d'entrer dans l'équipe d'Agnès Kalibata, qui est l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies qui va avoir lieu en 2021. J'ai également fait partie de la direction de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et j'ai également été directeur pour le changement climatique à la FAO. J'ai travaillé de nombreuses années sur les systèmes alimentaires, les systèmes agricoles, l'affectation des terres et le changement climatique. Et étant donné que j'ai au départ une expérience en droits humains, je suis persuadée qu'il y a un lien évident entre l'agenda 2030 sur l'éradication de la pauvreté et sur l'impératif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc, il y a un lien car avec la façon dont nous produisons et consommons les aliments, pour ce qui est des bois et des forêts, il me semble qu'ils font partie des systèmes alimentaires, car les bois et les forêts sont de grands réservoirs d'eau, ils évitent les glissements de terrain. Et il y a même des technologies innovatrices qui sont appliquées en termes d'agroforesterie et qui associent ce qu'il y a de mieux dans la foresterie avec ce qu'il y a de mieux dans l'agriculture. Je crois que depuis le début, il est fondamental d'avoir bien à l'esprit qu'on ne doit pas créer de faux espoirs sur le fait qu'il existe un remède miracle, car pour lutter contre le changement climatique, il faut avoir recours à toutes les options qui sont à notre disposition et il faut réduire drastiquement les émissions à zéro et en plus il faut absorber du CO2 de l'atmosphère. Et la meilleure façon de le faire, car cela existe depuis 3500 millions d'années, c'est la photosynthèse.
C'est-à-dire que grâce à la lumière solaire, la photosynthèse décompose le CO2 en carbone et oxygène, ce qui est bien car le carbone permet de manger et grâce à l'oxygène, nous pouvons respirer. Pour ce qui est du sommet sur les systèmes alimentaires, cela a été mis en marche avec le premier comité consultatif et on va traiter d'un côté les limites planétaires et il y a une invitation ouverte à participer car quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la planète, les systèmes alimentaires vont faire partie du dialogue que vont entreprendre les Nations Unies au niveau local, national, régional. Et par ailleurs, nous avons également ouvert un nouvel aux défenseurs, c'est-à-dire que toute personne qui a quelque chose à dire sur le lien qui existe entre la pauvreté, l'alimentation et l'environnement peut se mettre en contact avec nous et vous aurez plus d'informations sur notre page web. Merci beaucoup. Vous avez mis la barre très haut en termes de durabilité, 3500 millions d'années. Il faut le dire vite. Avant de donner la parole à Ali Fang, j'aimerais rappeler au public qu'il peut et qu'il est invité à envoyer ses questions dans la section de questions-réponses de cette application Zoom, mais pas dans le chat. Donc bien dans la session de questions-réponses, s'il vous plaît. Eh bien, Li Fang, c'est à vous. Bonjour et merci beaucoup Yanos et merci de m'avoir invité à participer à cette activité sur un sujet si intéressant. Et je suis la directrice nationale de l'Institut des ressources mondiales en Chine, le WRI selon l'anglais. Mes collègues et moi faisons partie d'une équipe très importante étant donné que le WRI est le principal institut de recherche à l'échelle internationale sur la chaîne d'approvisionnement de matières premières agricoles qui est étroitement liée au système alimentaire. Et ce qui est de plus en plus important, surtout dans le contexte de cette pandémie actuelle de Covid-19. Nous nous sommes rendus compte que les aliments et que les terres sont responsables des 30% des émissions de gaz à effet de serre et qu'en plus nous sommes persuadés que les aliments, que la chaîne d'approvisionnement des aliments et des matières premières agricoles sont une ressource de bonne gouvernance mondiale car ils sont liés au changement climatique en termes d'atténuation, d'adaptation, de biodiversité et de sécurité alimentaire. Avant de travailler pour le WRI, j'ai travaillé au ministère d'écologie et de l'environnement pendant plus de 20 ans et j'ai été à la tête de la préparation de la COP 15. Donc c'est un sujet qui est très lié au climat et à la diversité biologique. Et nous avons de vraies limites planétaires, de vraies limites écologiques. J'aimerais vous parler également de certaines des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre en Chine sur l'agriculture écologique et sur l'augmentation du prix des terres agricoles pour les protéger. Il me semble que c'est une bonne association entre la chaîne d'approvisionnement des aliments et la conservation. Il y a deux éléments de cette politique qui sont obligatoires et qui constituent un instrument adéquat qui établit une norme très claire sans chambouler pour autant l'élargissement des villes ou le développement économique. Et donc les gouvernements locaux sont impliqués dans ce processus et cela fonctionne comme le montrent les indicateurs de résultats. Par ailleurs, ils donnent des subventions aux agriculteurs pour qu'ils conservent leurs terres et il y a également un octroi de subventions de la part du gouvernement central pour la conservation de parcs naturels. Donc c'est un mélange de mécanismes de marché, de normes et de lois et c'est une politique en quelque sorte de carotte et de bâton. Et en 2020, les résultats sont très encourageants car il y a eu une augmentation de la superficie de la forestière de l'ordre de 40 millions d'hectares, c'est-à-dire 1300 millions de mètres cubes en plus par rapport à 2005 et donc c'est déjà inclus dans notre contribution déterminée au niveau national.
Donc, nous avons ici un exemple de la façon dont on peut équilibrer ou concilier tous ces intérêts. Mais si nous voulons le faire au niveau mondial, il faut déployer plus d'efforts car on ne peut pas simplement travailler dans un seul pays. Mon collègue Chiang Liang, qui participe à ce débat, va nous en dire plus car c'est un expert en captage et stockage de carbone et élimination de CO2. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Arthur. Oui, bonjour, je suis Arthur Ringelmeijer et je travaille à la Commission européenne. Je travaille essentiellement sur des questions de politique européenne et actuellement nous nous attelons au pacte vert européen qui a été annoncé par la nouvelle Commission. Ce pacte prétend atteindre la neutralité climatique en 2050. Et je peux reprendre ce que disait Thelma, dans la mesure où le rapport spatial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré est ce que nous prenons comme référence pour nos délibérations. Nous n'envisageons pas uniquement la neutralité en termes d'émissions de CO2 en 2050, mais nous voulons également atteindre cette neutralité pour toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et que cela nous plaise ou non, comme le disait Thelma, nous avons besoin pour ceci d'être très à l'écoute de l'agriculture et de la foresterie pour 2050. Les émissions résiduelles et même si nous faisons une rémission des émissions de 90%, ce qui est donc envisagé par la Commission européenne, eh bien les émissions qui restent sont surtout agricoles que l'on ne peut pas réduire, comme par exemple les émissions de méthane. Et ces émissions résiduelles doivent être compensées pour être dans la ligne de l'accord de Paris, afin de garantir qu'elles ne portent pas préjudice au climat. Et même si nous voyons au-delà de 2050, nous savons qu'il faut atteindre un niveau d'émissions négatives et donc d'où l'importance de l'absorption du CO2. Et nous croyons que le contexte a été très bien expliqué par Thelma. En fonction de nos niveaux de réduction des émissions dans ces premières années, eh bien, nous aurons besoin de plus ou moins éliminer du CO2 par la suite. Dans les modèles que nous envisageons en Europe, nous n'envisageons pas le profil P4 du GIEC, dans lequel il y a peu de réduction des émissions et que donc il faut ensuite absorber 1000 gigatonnes environ. Et donc, nous souhaitons réduire au maximum les émissions de CO2 pour ne pas avoir à faire tant d'absorption par la suite. Et donc, en Europe, dans les hypothèses que nous envisageons actuellement, nous aurions besoin d'absorber 500 millions de tonnes de CO2 en utilisant des solutions fondées sur la nature, ce qui est très supérieur à ce que nous faisons pour le moment. En Europe, nous avons un puits net qui est important, mais nous devons l'améliorer. Et on ne peut pas créer un puits du jour au lendemain. Et si nous nous fixons des objectifs pour 2050, c'est maintenant le moment de voir de quelle politique nous avons besoin pour améliorer l'absorption du CO2. Pour ce qui est des solutions fondées sur la nature dont on a parlé, et c'est-à-dire boisement, reboisement et également la restauration des écosystèmes en Europe, et je crois qu'au cours des 100 ou 200 dernières années, ont été utilisées des tourbières à des fins agricoles et ceci fait qu'à ce jour, le secteur agricole reste un émetteur et il va donc falloir remédier à ceci. Pour ceci, il faut créer des incitations pour que les agriculteurs se sentent responsables de ceci. Et on peut le faire avec une initiative qui s'appelle la culture de carbone, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la foresterie.
dans différents États membres, ceci suscite beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, il y a déjà des initiatives pilotes qui sont mises en œuvre sur les tourbières. Par exemple, en Allemagne du Nord, il y a un projet qui s'appelle Plus d'avenir, plus de futur. Et c'est un système avec lequel il essaye de fixer des incitations pour que les villages et les communautés locales restaurent leurs tourbières donc voilà, dans leur région. Et cela ressemble à ce qui a été expliqué pour la Chine. En termes de politique, il faut que nous recueillions tous les exemples de bonnes pratiques menées en Europe pour voir quelles leçons nous pouvons en tirer et également pour la structure de gouvernance, pour veiller à ce que l'on capture réellement du CO2 et qu'il n'y ait pas des fausses tonnes de CO2 qui sont prétendument capturées. Une autre question importante, c'est celle de la permanence, qui est également liée à la responsabilité juridique. S'il y a un secteur qui absorbe du CO2 et qu'un autre l'utilise pour équilibrer ses émissions résiduelles, il faut voir comment on va répartir la responsabilité. Dans les 3 ans à venir, nous souhaitons développer un système de certification avec les agriculteurs, des agents de foresterie, la société civile, le secteur des entreprises, secteur privé. Et ce système de certification sera le nouveau cadre de gouvernance de ces questions en Europe. Enfin, je voudrais dire que nous savons que nous ne vivons pas dans une île en Europe, surtout avec les chaînes alimentaires qui s'étendent sur toute la planète. C'est pourquoi nous devons réfléchir pour voir ce qui se passe au-delà de nos frontières et pour voir, par exemple, d'où provient le soja que nous importons ou l'huile de palme que nous importons. En Europe, non, afin de faciliter et d'encourager l'utilisation de la terre qui soit plus adéquate. C'est un sujet très épineux et je crois que tous ceux qui ont participé aux négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique savent que c'est très difficile, qu'il est difficile donc de parler de ces sujets. Mais je crois qu'à moyen terme, nous devons nous poser la question dans ce forum pour voir comment nous pouvons résoudre ce sujet avec une solution générale réelle et non pas avec une solution fausse qui simplement détourne les émissions d'un endroit à un autre, car ceci n'est pas une solution pour s'attaquer au problème du changement climatique. Merci beaucoup Arthur et nous donnons maintenant la parole à Kelsey. Merci beaucoup. Je travaille sur des politiques sur le climat et la foresterie dans l'Union européenne pour une organisation qui s'appelle FERN et aujourd'hui je parle également au nom de Can International. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous avons besoin de garder à l'esprit différentes variables à l'heure d'aborder les solutions fondées sur la nature et je me réjouis de voir que les autres intervenants d'aujourd'hui ont déjà souligné l'importance des objectifs de développement durable. Ils ont dit qu'il faut veiller à la durabilité et savoir jusqu'à quel point il est durable d'absorber du CO2 à grande échelle. Et nous ne pouvons pas simplement trouver des solutions aux émissions de carbone, mais il faut également être conscient du fait qu'il y a des questions liées à la dégradation causée par le climat et les activités humaines pour savoir comment répondre à cette situation et voir quels sont les co-avantages, par exemple, des émissions négatives à l'avenir, car quand on parle d'émissions naturelles négatives, c'est un terme très clinique et il faut vraiment vérifier et nous veiller à ce que nous tirions les leçons suffisantes de ce qui a été fait auparavant sur des projets de boisement, sur d'autres types de solutions fondées sur la nature, en particulier à ce qui a trait à engager les peuples locaux et autochtones, préserver les systèmes de l'écosystème au-delà de l'absorption du CO2. Il faut garder à l'esprit le fait que les bois sont fragiles et qu'ils seront le plus en plus au fil du changement climatique. Donc, quand nous appliquons des politiques pour répondre au climat qui sont fondées sur la nature, il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas nocives. Et en plus, il faut évaluer jusqu'à quel point
Nous avons besoin des émissions négatives, mais cette question peut être traitée de différents points de vue et Thelma l'a bien expliqué. Il est difficile d'envisager des profils d'évolution du GIEC qui prônent pour une grande quantité d'émissions négatives. Et certaines hypothèses dépendent grandement de l'absorption du CO2 à grande échelle et certains auteurs du GIEC affirment que ces cas de figure qui envisagent une plus grande absorption de CO2 sont un rêve généré par un ordinateur car il faudrait pour ceci beaucoup d'énergie. Et certains auteurs affirme que l'utilisation de la bioénergie qui est envisagée dans ces hypothèses est bien supérieure à ce que le GIEC considère comme durable. Donc, il y a de grands doutes sur les limites écologiques que suppose dépendre trop de l'absorption du CO2 fondée sur la nature. Donc il y a de nombreuses façons d'aborder cette question. Il faut évaluer bien les activités que l'on veut entreprendre, ce qui est durable ou pas, et à partir de là, nous pouvons envisager des problèmes qui sont liés à l'absorption de CO2 à grande échelle, liés à l'agriculture et à la foresterie qu'il faut encore résoudre. Il y a un récent rapport publié l'année dernière, le Forum de New York sur les forêts, et qui a évalué pendant 5 ans la situation des forêts et qui n'était pas très encourageant, car ils ont conclu qu'entre 2000 et 2018, la couverture des forêts avait été réduite d'arbres avait été réduite de 43%. Et c'est un grand défi. Et également, dans le dernier rapport de l'IP sur la diversité biologique, affirme qu'il y a presque 1 million d'espèces qui se voient menacées. Donc, il faut bien comprendre quelle est la situation de dégradation sur tous les continents. Et il faut également comprendre ce qu'il en est des infestations, de la sécheresse, que vont demander les stratégies d'adaptation. C'est pour ça que quand on regarde ces questions, il faut bien savoir sur quoi nous axer, quelle activité entreprendre et qui impliquer. C'est-à-dire que nous devons veiller à ce que les peuples autochtones soient bien impliqués car ils vivent dans des terres qui stockent 300 gigatonnes de carbone à l'échelle mondiale. Et ce sujet, donc des émissions négatives naturelles, met en avant l'importance de lier le climat à la diversité biologique pour travailler sur ces deux sujets à la fois. Car la restauration, par exemple, des écosystèmes, eh bien, il faut voir ce l'on peut obtenir en associant, par exemple, des activités de restauration importantes au niveau local. Et c'est probablement une stratégie beaucoup plus adéquate pour les risques d'autres car elle aborde de nombreuses questions qui sont liées au CO2 et comme c'est donc beaucoup plus adéquate que simplement de planter des arbres dans un autre endroit et il faut voir quelle est la meilleure stratégie. Donc il est fondamental que ce débat soit large et intègre différents points de vue et qu'elle ne se limite pas à l'absorption du CO2 afin de concevoir de bons programmes et d'éviter de répéter les erreurs du passé. Merci beaucoup. Nous avons maintenant du temps pour notre débat avant de passer aux questions-réponses et j'en profite pour rappeler au public de formuler ses questions dans la section de questions-réponses et aussi de voter pour les questions qui les intéressent car plus une question reçoit de votes, plus elle sera susceptible d'être traitée. Donc, nous avons vu apparaître beaucoup de commentaires très intéressants et j'ai assez de questions qui nous permettraient d'être là pendant des heures, mais nous allons commencer par un élément que l'on appelle généralement l'aléa moral. Et je vais d'abord poser la question à Thelma, mais les autres intervenants pourront donc apporter leurs commentaires. Thelma, vous avez parlé au début de l'importance de la réduction des émissions et d'autres intervenants ont également insisté sur ce point, mais malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ces délibérations qui pensent que cette
questions incluent un composant de réduction des risques de la loi morale qui détournerait l'attention des efforts de réduction des émissions qui sont bien entendu nécessaires. Donc, peut-être que nous donnons trop d'importance au rôle des arbres dans l'élimination du CO2, car c'est une initiative facile. Que vous pourriez nous dire donc sur cet aléa moral? Donc, comme je le disais, je demande d'abord à Thelma d'intervenir, mais ensuite toute autre personne va pouvoir le faire. Merci Yannis pour cette question si provocatrice. Dans un monde idéal, tous les pays rempliraient leurs devoirs en termes de réduction des émissions dans tous les secteurs, ce qui est très difficile en réalité. J'ai parlé du CO2, mais le GIEC, bien entendu, demande que l'on atteigne un niveau d'émissions net zéro d'ici à 2050 et qui implique la réduction des gaz à effet de serre qui ne sont pas le CO2, mais et surtout d'ailleurs de méthane. Car ainsi, il y aurait une atténuation du changement climatique et en plus, on pourrait être tous en meilleure santé, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses façons de procéder pour atteindre cet objectif. Mais s'axer uniquement sur le CO2 donne de la notoriété car ainsi, on n'atténue pas seulement le changement climatique, mais il y a une grande quantité de co-avantages qui doivent être bien clairs pour que les personnes y prêtent davantage d'attention. Pour ce qui est des arbres, Janus, qu'est-ce qu'on peut dire des arbres? Les arbres peuvent apporter véritablement des choses à l'atténuation, mais il y a également beaucoup d'éléments complexes, surtout si on envisage le boisement et le reboisement à grande échelle. Il y a de nombreuses initiatives dans le monde entier. On peut citer différentes. En Chine, par exemple, on plante beaucoup d'arbres, en Inde, au Canada et en Europe dans son ensemble. Et même au Brésil, il y a dans les contributions déterminées au niveau national, donc intégrées dans ces contributions, il y a le boisement et le reboisement à grande échelle. Mais malgré tout, cela reste d'initiative à petite échelle et lorsque l'on passe à une grande échelle, alors surgissent d'autres préoccupations et tout dépend aussi de la façon dont on réalise ces activités car il y a encore beaucoup d'études de recherche en cours. On peut appliquer des initiatives de bioénergie comme c'est le cas dans de nombreux pays ou de boisement, reboisement qui sont faites dans le monde entier, mais quand nous parlons d'élargir l'échelle et la portée de l'application, et quand nous sommes conscients du fait de la vitesse et de la portée, de l'ampleur de l'application qu'il serait nécessaire pour ces mesures, on se rend compte que partout dans le monde, cela pose de grandes difficultés et que même cela pourrait provoquer des effets nocifs et néfastes. Par exemple, on fait des études sur les conséquences qu'aurait le boisement et reboisement à grande échelle dans les régions boréales et pour voir si ce serait positif ou négatif. Pour répondre à votre question, je crois que nous devrions tous garder à l'esprit le fait qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels on pourrait miser pour la décarbonation, par exemple la fourniture d'énergie, et grâce à des changements dans notre comportement, et qui est une chose que le GIEC prône d'une façon très claire et très déterminée. Et par exemple aussi, on peut exercer moins de pression sur les terres pour les pâturages, réduire la quantité de viande que nous consommons par exemple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apporter et que chacun d'entre nous peut faire et grâce auxquelles on pourrait éviter d'avoir recours à la réduction des émissions de carbone à grande échelle, à l'élimination du CO2 à grande échelle dans tous les secteurs et il faut réduire les émissions pour commencer. Kelsey, vous vouliez intervenir? Oui, je crois qu'il est vrai que lorsque l'on parle de l'application pratique, il faut voir ce dont on a besoin secteur par secteur, ce qu'il faut changer dans le système agricole, dans le secteur de la foresterie. Et ce qui est difficile,
c'est quand la réduction des émissions n'est pas assez ambitieuse de la part d'autres secteurs industriels, et alors nous voyons le nombre d'émissions négatives qu'il faut pour compenser ceci. C'est pourquoi il faut fixer des épithèses de décarbonation pour que les gens sachent clairement ce qu'il faut faire, mais il faut aborder les problèmes sur le terrain et secteur par secteur pour savoir ce que l'on peut faire de façon durable dans chacun de ces secteurs. Sinon, nous entrons dans un terrain très confus dans lequel certains secteurs retardent les changements et continuent à fonctionner de façon non durable et considèrent que ceci peut être compensé par d'autres types de projets menés dans d'autres secteurs. Donc, il faut délier le besoin de réduire les émissions du besoin d'absorber du CO2 à partir de solutions fondées sur la nature, afin d'éviter tout type de remise à plus tard. Bon, avant que quelqu'un d'autre intervienne, j'aimerais parler d'un autre sujet. Bon nombre d'entre vous ont parlé du besoin de concilier différents éléments, la biodiversité, le côté alimentaire, carbone, bien entendu, et il y a différentes façons de le faire. Lee, par exemple, vous avez parlé de cette politique des approches de carottes et du bâton. Arthur a parlé de fixer des incitations adéquates, et Martine a dit comment on peut équilibrer tous ces éléments au niveau international. Je ne sais pas si nous pourrions approfondir cet aspect, ce sujet. Lee. Je ne sais pas, vous pourriez peut-être demander à Arthur quel type d'incitation il applique et lui expliquer ce que vous faites en Chine pour que vous puissiez échanger sur ce sujet. Et ensuite, Martine ou d'autres invités pourront intervenir. Il y a de nombreuses questions de la part du public, donc nous allons vite passer aux questions-réponses car il y a beaucoup de questions intéressantes. Merci beaucoup, Janus, de poser cette question ce n'est pas difficile car ce qu'il faut, c'est de la coopération, et la coopération avec l'Europe est fondamentale, surtout en termes de chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous avons réalisé des études en Chine qui montrent que la Chine est le principal consommateur ou acheteur de soja, le deuxième acheteur donc mondial d'huile de palme, et d'autres matières primaires agricoles. Si nous étudions l'empreinte carbone de la Chine dans tous ces secteurs, par exemple l'empreinte écologique du sud du Brésil, nous voyons qu'il y a moins de déboisement que dans le nord du Brésil. Mais dans d'autres pays, l'empreinte carbone est encore plus grande qu'en Chine, ce qui me semble surprenant. Donc, la coopération est primordiale en la matière. Par exemple, la Covid-18 a mis en exergue le fait qu'il faut renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il y a également des questions de commerce équitable qui doivent être appliquées dans le système de marché commercial au niveau mondial. C'est pourquoi il est fondamental que tous les pays du monde se posent ce type de questions sur le système commercial et qui doit être cohérent avec le développement durable. En outre, il me semble que la finance verte, que vous appelez la finance durable en Europe, il me semble qu'elle est également très importante. Le week-end dernier, nous avons parlé avec le CBIRC, c'est-à-dire la Commission de réglementation de la banque et des assurances de Chine. Donc et nous ont donné des idées très intéressantes sur la façon dont le secteur bancaire peut soutenir des activités durables et fixer des incitations pour les activités qui donnent de bons résultats en termes de durabilité. Et merci beaucoup pour la question, car nous souhaitons vraiment collaborer avec l'Union européenne, car il y a de nombreuses opportunités que nous pouvons saisir en termes de biodiversité et en entamant un dialogue de haut niveau. Merci beaucoup. Nous aussi, bien entendu, nous souhaitons collaborer avec la Chine. Je crois que nous
devons étudier les différents niveaux qui existent sur ce que l'on veut faire en Europe, c'est-à-dire par exemple promouvoir une foresterie et une agriculture durable. Il faut également garder à l'esprit ce qu'a dit Kelsey, c'est-à-dire les difficultés que pose le changement climatique, et nous sommes conscients du fait que nous devons protéger nos forêts et changer la structure des forêts si nous voulons, nous prétendons que d'ici 30, 40, 50 ans, ces forêts soient toujours là. Actuellement, il y a beaucoup d'arbres qui meurent dans les forêts et il y a certaines espèces qui ne peuvent pas plus s'adapter aux circonstances locales. Deuxièmement, il faut fixer des incitations pour que l'on absorbe davantage de CO2, mais par ailleurs, comme on l'a dit plusieurs fois, nous ne voulons pas détourner l'attention ou diminuer les efforts en termes de réduction d'émissions dans d'autres secteurs, par exemple. Et Thelma doit certainement s'en souvenir, quand a été conçu le système du protocole de Kyoto, il y avait une tendance à séparer ces deux systèmes et c'est ce que nous faisons également en Europe actuellement. D'un côté, nous réglementons les secteurs, mais d'une façon cloisonnée, enfin d'une façon distincte. Et en plus, nous savons qu'on n'en sait pas assez, on ne reconnaît pas assez la valeur du carbone que l'on attribue à l'élimination du CO2. Et actuellement, les États membres ébauchent une nouvelle politique agricole commune, mais nous ne voyons pas encore ce type d'éléments et d'incitations qui peuvent être donnés directement aux agriculteurs pour qu'ils absorbent du CO2 et aussi aux sylviculteurs, et c'est quelque chose qui va être développé dans les années à venir sans tomber dans le piège d'utiliser ceci pour compenser d'autres émissions et ainsi de faire en sorte que les grands émetteurs ne fassent rien. Par ailleurs, avec la technologie dont nous disposons actuellement, on peut absorber du CO2 à travers la bioénergie pourvu qu'il y ait aussi captage et stockage du carbone. Mais nous devons être très prudents sur le potentiel réel de l'absorption du CO2 et sur ce que cela implique. Car ce sont des questions qui vont au-delà des frontières d'un territoire donné. Par exemple, le secteur électrique en Europe, donc dans ce secteur, il y avait des centrales électriques au charbon. Et donc, on a dans ces usines, on a éliminé le charbon de ces centrales et on a commencé à utiliser des produits forestiers, mais comme il en fallait beaucoup, on a commencé à importer des produits de l'extérieur de l'Europe et nous n'avons pas de marge pour établir des législations sur ce qui se passe hors de l'Europe, mais il faut être conscient du fait que cela arrive. Il y a un cadre pour la coordination, par exemple au sein de la Convention cadre des Nations Unies, mais je ne sais pas s'il y a un instrument véritablement efficace. Par ailleurs, pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement, comme le disait Lee, il faut plus de transparence. Nous parlons beaucoup de l'empreinte carbone, mais ce sont des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Et il faut voir d'où proviennent les aliments et même avec une bonne connaissance de la provenance des aliments, il peut y avoir des effets indirects qui nous échappent et nous nous sommes rendus compte en Europe avec les biocombustibles il y a 10 dans les 10 ou 15 dernières années et même avec les modèles réalisés par l'IFPRI et par d'autres instituts internationaux, finalement, nous voyons que les effets se font ressentir tout au long de la chaîne d'approvisionnement et même au-delà de la simple, ce qu'on considère comme la chaîne d'approvisionnement essentielle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui sont des émissions au Brésil qui finissent par avoir des répercussions en Indonésie, par exemple. Donc, il faut beaucoup de transparence et une bonne connaissance du fonctionnement de ces chaînes d'approvisionnement et logistique. En Europe, nous avons beaucoup investi pour aider les gouvernements nationaux à avoir de bons systèmes de suivi, et y compris des capteurs à distance.
pour vérifier tout ce qui est quantifié, tout ce qui est notifié, et pour savoir jusqu'à quel point on provoque des dégâts. Actuellement, il y a une grande vague de chaleur en Sibérie qui a provoqué des incendies de forêt gigantesques et de tourbières que nous pouvons voir grâce aux images satellites. Et grâce à ces images, on voit au moins ce qui arrive et la portée que cela peut avoir sur l'atmosphère, même si ce sont des calculs qui restent très approximatifs. Et ce sont des éléments importants dans l'équation. En Europe, par exemple, nous plantons par exemple de la végétation, donc des plantes, mais il se trouve qu'ailleurs, il y a de grands incendies de forêt qui éliminent une superficie verte beaucoup plus grande. Donc, je crois que c'est un aspect qu'il faut étudier plus en détail dans les années à venir. Beaucoup d'avoir parlé, par exemple, du lien entre le Brésil et l'Indonésie. Martine, en quelques mots, car il nous reste peu de temps. Vous avez parlé du besoin de concilier des intérêts différents, donc de biodiversité, de carbone et d'éléments, mais tenant compte des structures de gouvernance internationaux, comment peut-on le faire ? C'est une bonne question. Dans les 17 objectifs de développement durable et dans les 200 indicateurs sont mentionnées les difficultés de faire tout ceci et d'incorporer l'agenda climatique, mais il faut le faire et il est fondamental pour comprendre le caractère complexe de ce sujet et d'examiner par exemple ce qui en est et ce qui arrive avec les petits producteurs agricoles qui sont ceux qui alimentent 70% du monde, c'est-à-dire la majeure partie des personnes, des pauvres de la planète, et qui sont ceux qui ont le moins de moyens pour faire face à la crise climatique. Donc, si nous étions conscients que non seulement ils doivent tenter de maximiser la productivité des terres, mais également que ce sont eux qui ont entre les mains la possibilité de reconstruire de grandes parties des systèmes alimentaires, eh bien, je crois que les capteurs à distance avec la technologie de blockchain est susceptible de créer un système qui permette aux petits producteurs agricoles de vendre sur un marché international leurs matières premières agricoles d'une façon qui a montré quelle est la castration de carbone que cela implique. Et par ailleurs, les gouvernements doivent aider les petits producteurs agricoles. Technologiquement parlant, nous pouvons presque fixer une interaction directe et je crois que la lutte contre la pauvreté supposerait un changement de paradigme car les plus pauvres de la planète ne seraient pas simplement des récepteurs d'aide mais qu'ils seraient également des sortes d'associés commerciaux qui nous apporteraient une chose dont nous avons véritablement besoin et urgemment. C'est très intéressant et ceci nous renvoie à ce que disait Kelsey auparavant sur le besoin d'impliquer les peuples autochtones et les communautés locales. Paul, il y a beaucoup de questions. Nous allons voir auxquelles nous pouvons répondre. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais nous allons voir celles auxquelles nous pouvons répondre dans les prochaines minutes. Merci beaucoup et merci au public pour vos questions. J'ai une question qui est une des préférées. C'est quels sont les obstacles pour appliquer l'élimination du CO2 à grande échelle sur toute la planète? Et je vais poser une autre question qui est en quelque sorte une synthèse de différentes questions et qui a trait à la recherche. Et qui est la suivante. Jusqu'à quel point les études de recherche qui sont menées actuellement, comme par exemple les modèles les plus récents qui ont été publiés, sont-elles utilisées pour établir les priorités en termes de normes et de politiques? Et comment peut-on faire face à l'incertitude qui entoure ces recherches? Car il reste encore on ne connaît pas encore les avantages nets des approches naturelles. Donc, de quel type d'études faut-il, d'études de recherche faut-il pour forger un avenir véritablement acceptable et durable? Ce sont deux questions très intéressantes. Nous allons ouvrir le débat pour répondre aux deux. Donc, d'abord, quels sont les obstacles? Et la deuxième, quels sont le type de recherche
Par exemple, avons-nous besoin de faire plus de recherches avant d'utiliser des arbres pour absorber du CO2 à grande échelle ou pas? Qui veut répondre? Qui veut commencer? Ensuite, que ce soit la question des obstacles ou celle de la recherche. Thelma, je vous en prie. Il y a une chose sur la question, pardon, sur la recherche, en quelques mots. Il y a une chose que je n'ai pas dit, et c'est que le GIEC, dans son rapport sur les terres et dans son rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré, indique que les bienfaits, donc les bénéfices du boisement et du reboisement à grande échelle n'ont pas fait leurs preuves. Donc, c'est-à-dire qu'il faut plus d'études de recherche pour savoir de manière fiable quelles sont les conséquences de ces initiatives à grande échelle dans le cycle de nutriments, dans le sol, la demande d'eau, la biodiversité. Et il n'y a pas de réponse d'ailleurs unifiée et globale qui démontre si le boisement à grande échelle peut être bénéfique à la biodiversité et également il faut voir ce qu'il en est de l'albédo car l'endroit où vont être plantés ces arbres va influencer les bénéfices et donc une chose elle est plantée dans les zones boréales et autre chose dans les zones tropicales car la dynamique qui existe dans ces différentes régions implique que le potentiel pour réduire la température de ces initiatives est très différent. Donc il faut plus d'études de recherche et nous n'avons pas encore de réponse sur la littérature scientifique actuelle n'est pas encore assez complète sur par exemple l'albédo, sur les effets sur l'albédo de l'application de ces alternatives à grande échelle. Et on ne connaît pas non plus les conséquences que cela peut avoir sur la terre, la biodiversité, l'eau ou sur d'autres objectifs de développement durable. Quelqu'un d'autre? Arthur. En Europe, le principal obstacle, c'est que le carbone n'a pas de valeur marchande, alors que le bois d'œuvre, les aliments et la biomasse ont, eux, une valeur marchande. Mais ce n'est pas le cas du carbone. Pour ce qui est de la recherche, il faut que nous demandions comment les forêts vont se développer au fur et à mesure qu'il va y avoir donc le changement climatique. Il faut voir quel est l'état optimal et dans les modèles que nous avons, on voit que les forêts vont continuer à exister comme ils le sont, mais ce n'est pas sûr et donc il faut investir davantage pour savoir quelles sont les dynamiques que vont suivre les forêts dans les décennies à venir pour véritablement comprendre quel est le potentiel. Pour certains, ils ont un énorme potentiel, ils renferment un énorme potentiel. Et pour réduire évidemment les incertitudes qui existent encore actuellement. Si personne ne souhaite répondre impérativement à cette question, je vais donc passer à une autre question. Thelma, vite s'il vous plaît. Oui, je crois que nous n'avons pas parlé des espèces qu'il faut planter. Certains disent qu'il faut planter des espèces natives, d'autres disent qu'il faut préconisent pour planter des espèces qui poussent rapidement et pour qu'elles absorbent plus de CO2 de l'atmosphère. Je crois que l'idéal c'est de combiner ces deux éléments, ces deux types d'espèces et nous, comme le disait Arthur, nous ne connaissons pas encore les conséquences du changement climatique sur les forêts et nous ne savons pas si les espèces natives vont être assez résistantes au changement climatique et c'est un autre élément sur lequel nous devons penser et il faut également faire des recherches en la matière. Kelsey. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut davantage d'études de recherche sur le terrain pour savoir si les arbres peuvent s'adapter à des situations concrètes. Et également, je suis d'accord avec le fait que la littérature scientifique sur la quantité qui peut être absorbée de carbone de l'atmosphère, eh bien, ne résout pas cette question. Mais compte tenu des études dont nous disposons, des évaluations du GIEC et également du bon sens, nous savons que si on coupe des forêts, il y a des répercussions négatives sur la faune et la flore. Donc,
le manque d'études ne devrait pas être un obstacle pour appliquer des politiques complètes et de bon sens afin d'éviter la dégradation des forêts qui se produit depuis des années. Donc il y a une réponse que nous connaissons déjà sans avoir besoin d'autres preuves scientifiques. Paul, merci beaucoup. Par exemple, pour ce qui est du valeur du bois par rapport au carbone, il y a une question sur la déforestation. Planter des arbres n'est pas une solution en tant que telle, sauf si on met un point final au déboisement. Comment peut-on faire face à la déforestation, surtout quand on utilise du bois pour la bioénergie, par exemple? Merci, c'est une question très intéressante. Qui souhaite y répondre? Arthur. Et ensuite, Thelma. Il me semble que le lien entre déforestation et bioénergie n'est pas si évident. Du moins en Europe, la bioénergie qui s'est obtenue des forêts vient de forêts gérées et l'un des buts justement du fait de disposer de ces forêts est qu'on peut utiliser des résidus pour la bioénergie alors que les troncs sont par exemple utilisés pour la cellulose ou d'autres produits. Mais il est important de lutter contre le changement climatique, étant donné le remplacement des matériaux. Par exemple, le secteur du ciment émet beaucoup de CO2 et si on utilisait du bois à la place de ciment, eh bien l'empreinte carbone serait certainement bien inférieure. Et en plus, c'est un élément que l'on peut recycler beaucoup plus facilement dans l'économie. Donc la déforestation, du moins à mon sens, est liée surtout à la demande de produits alimentaires. C'est le secteur agricole qui est responsable d'une grande partie de la déforestation qui a lieu dans le monde entier. Donc, il faut y prêter une grande attention. Quel type d'aliments consommons-nous et pourquoi les utilisons-nous? Je crois que cela mérite ample réflexion. Et il est clair que l'on ne peut pas arrêter cette activité du jour au lendemain. Bien au contraire, Martine, qui a travaillé à la FAO, est bien conscient des chiffres. Si la consommation de produits dérivés du bétail continue à augmenter et que la classe moyenne augmente à l'échelle planétaire, la demande de produits carnés va augmenter bien elle aussi et donc cela veut dire qu'il y aura des conséquences très claires sur les affectations des terres et je crois à nouveau que vraiment il faut réfléchir plus en détail sur ce point. Merci beaucoup Thelma et ensuite Ellie. Et Martine, qui doit nous dire également nous parler du sommet sur le système alimentaire. Thelma. Oui, bien entendu, il va être difficile d'atteindre au niveau planétaire l'objectif de zéro déforestation. Mais si j'enlève maintenant ma casquette du GIEC et que je vous raconte ce que j'ai appris de mon expérience au Brésil, donc au Brésil, nous disposons encore de 80% de l'Amazonie, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de forêts tropicales que nous devons préserver et conserver. Et nous avions réussi à réduire la déforestation dans la période entre 2004 et 2012. 80%, donc nous avions obtenu une réduction de 80% de la déforestation pendant cette courte période. Mais il y a actuellement d'autres intérêts politiques au Brésil. Mais c'est intéressant ce que nous apprend le Brésil. Arthur a dit que la déforestation était surtout due à l'agriculture et l'industrie agroalimentaire au Brésil dit qu'elle n'a pas besoin de couper un seul arbre en Amazonie pour continuer ses activités. Donc, réduire les émissions provoquées par la déforestation est bien meilleur que d'avoir à boiser et à reboiser à grande échelle. Et étant donné les délais et les émissions provoquées par la déforestation dans les pays en voie de développement s'oxydent immédiatement car on ne sait pas très bien que faire et comment utiliser ces produits dérivés du bois.
Et donc, le boisement et toutefois, le boisement et le reboisement demandent beaucoup de temps pour que les arbres et les espèces natives poussent afin de pouvoir récupérer la biomasse qui a été perdue en conséquence de la déforestation. Donc, il faut être très conscient de cette situation. Dans certaines parties du monde, toutefois, il faut déforester pour élargir l'agriculture et les pâturages, comme le disait Arthur. Merci beaucoup Thelma. Nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti. C'est dommage car quand nous parlons d'arbres, c'est comme un débat qui est comme un iceberg, c'est-à-dire qu'on ne parle que de la partie visible. Mais quoi qu'il en soit, nous organiserons bientôt un débat pour approfondir ces questions. Et donc, merci beaucoup à tous nos invités de nous avoir consacré du temps pour parler de ces questions si complexes. Merci à notre public et merci pour les questions que vous nous avez envoyées. Nous regrettons de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions, mais nous essaierons d'y répondre d'une façon ou d'une autre par la suite. Merci, ça a été une conversation très intéressante et un apport important à la gouvernance liée à l'implication de différentes parties prenantes dans la réflexion sur des questions qui sont difficiles et pour tenter de trouver des solutions ensemble. Bonne journée à tous et merci encore.